En avril de l'année 2026, une équipe de l'Institut Potam pour la recherche sur l'impact climatique a publié un article qui, sans faire de bruit, a redessiné discrètement la carte de ce qui reste possible et de ce qui ne l'est plus. La découverte, glissée à l'intérieur d'une étude consacrée aux rétroactions du cycle du carbone dans la revue Communications Earth and Environment, tenait en une phrase glaçante. Si la circulation méridienne de retournement atlantique s'effondre, elle ne se rétablira pas tant que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère restera au-dessus de 350 parties par million. Ce chiffre compte énormément, parce qu'aujourd'hui, nous nous situons autour de 428 parties par million, et que ce nombre continue de grimper d'environ 2,5 parties par million chaque année. Nous avons franchi le seuil des 350 parties par million quelque part vers 1988. Autrement dit, cela fait presque 4 décennies que nous évoluons dans une zone où, si cette circulation venait à s'arrêter, plus rien ne pourrait la faire redémarrer, à aucune échelle de temps qui compte pour quiconque vit aujourd'hui. Les chercheurs, dirigés par un scientifique du nom de Danian et accompagnés de Matteo Villilat, Nico Wundeling, André Ganapolski et Johan Rostrom, ont utilisé un modèle du système terrestre baptisé Climax-X pour simuler ce qui arrive à cette circulation océanique sous différentes conditions atmosphériques. Climax-X appartient à une catégorie de modèles dits de complexité intermédiaire, ce qui signifie en clair qu'il ne cherche pas à représenter chaque kilomètre carré de la planète comme le ferait un modèle climatique global complet et très détaillé. En contrepartie, il peut faire tourner des simulations qui s'étendent sur des milliers d'années au lieu de se limiter à quelques décennies. Et c'est précisément ce dont on a besoin lorsqu'on essaie de cartographier des boucles d'hystérésis et des transitions irréversibles, car ces processus se déploient sur des échelles de temps extrêmement longues, bien au-delà de ce qu'un modèle classique peut explorer. Les chercheurs ont d'abord fait tourner le modèle avec des niveaux de dioxyde de carbone pré-industriels, autour de 280 parties par million. À cette concentration, la circulation atlantique se comportait exactement comme on attendrait d'un système naturel équilibré. On pouvait la pousser fort, elle s'effondrait, mais dès qu'on relâchait la pression, elle revenait à son état initial. Un seul état stable, une récupération propre et nette, comme un ressort qu'on comprime et qui reprend sa forme. Puis ils ont augmenté progressivement le taux de dioxyde de carbone. Et à partir de 350 parties par million, la physique du système a radicalement changé. La circulation est entrée dans ce que les scientifiques appellent un régime bistable, c'est-à-dire qu'elle possédait désormais 2 états stables au lieu d'un seul. Il y avait l'état familier, celui dans lequel nous vivons actuellement, où l'eau chaude se déplace vers le nord, plonge en profondeur, puis revient en profondeur, transportant de la chaleur jusqu'en Europe et façonnant les systèmes météorologiques sur la moitié de la planète. Et il y avait un second état, un état effondré, dans lequel la circulation s'était pratiquement arrêtée. Une fois que le système franchit le seuil entre ces 2 états au niveau actuel de dioxyde de carbone, il reste bloqué dans l'état effondré. La porte du retour ne se rouvre plus, jamais, sur aucune échelle de temps qui ait un sens pour quoi que ce soit de vivant aujourd'hui. Ce qui aggrave encore la situation, c'est ce qui se produit après l'effondrement, parce que cette circulation ne se contente pas de transporter de la chaleur, elle joue aussi un rôle essentiel dans l'absorption du dioxyde de carbone atmosphérique. Cette même étude a démontré qu'un arrêt de cette circulation ferait basculer l'océan austral, actuellement l'un des puits de carbone les plus importants de la planète, en une source de carbone. Sur plusieurs siècles, ce renversement libérerait suffisamment de carbone stocké pour faire grimper le dioxyde de carbone atmosphérique d'encore 47 à 83 parties par million entièrement par lui-même, ajoutant environ 0,2 degrés Celsius de réchauffement climatique supplémentaire, en plus du réchauffement qui aurait causé l'effondrement au départ. C'est une boucle de rétroaction au sens le plus pur du terme, un effondrement qui s'auto-alimente, sans qu'aucune décision humaine supplémentaire ne soit nécessaire pour faire tomber le domino suivant.
Et la chose essentielle à garder à l'esprit ici, c'est que cette circulation atlantique ne s'est pas encore effondrée. Elle fonctionne toujours. Les instruments installés dans l'océan Atlantique mesurent encore de l'eau chaude se déplaçant vers le nord et de l'eau froide revenant vers le sud. Un mouvement affaibli, mesurablement plus lent qu'il y a 20 ans, mais toujours actif. Imaginez cela comme une porte encore ouverte, laissant encore passer l'air, mais dont les gonds deviennent de plus en plus rigides d'année en année. Les recherches de l'Institut Potam ne disent pas que la porte est sur le point de se fermer. Ce qu'elles disent, c'est que nous sommes déjà entrés dans un couloir où, une fois que cette porte se fermera, il n'y aura plus de poignée de l'autre côté pour la rouvrir. Alors la question qui se cache désormais sous chaque autre question concernant la circulation atlantique n'est plus vraiment une question de calendrier, c'est une question de mécanisme. Qu'est-ce qui fait réellement fonctionner ce système ? Qu'est-ce qui l'affaiblit progressivement ? Et comment saurions-nous que nous approchons du point de non-retour ? Le tapis roulant océanique. Chaque seconde de chaque jour, environ 17 millions de mètres cubes d'eau se déplacent à travers le bassin atlantique dans le cadre d'une seule circulation connectée. Ce volume se mesure en une unité appelée sverdrup, et un sverdrup correspond à 1 million de mètres cubes d'eau par seconde, ce qui est difficile à se représenter tant qu'on ne réalise pas que tous les fleuves de la Terre réunis, absolument tous, ne déversent dans l'océan qu'environ 1,2 sverdrup. La circulation méridienne de retournement atlantique déplace donc plus de 14 fois ce volume, dans une boucle continue qui part de l'hémisphère sud, remonte jusqu'aux mers entourant le Groenland, puis redescend. En termes d'énergie brute, la chaleur que cette circulation transporte vers le nord se chiffre à environ 1,3 pétawatts, ce qui représente à peu près 25 fois la consommation énergétique totale de toute la civilisation humaine. Il n'existe rien d'autre à la surface de la planète qui déplace autant d'énergie en un seul mouvement continu. C'est un peu comme comparer le débit d'un robinet de cuisine à celui d'un fleuve capable d'irriguer un continent entier. Le fonctionnement de ce système est trompeusement simple. L'eau chaude et salée proche de la surface est transportée vers le nord depuis les tropiques, en partie grâce au Gulf Stream, qui n'est en réalité que le tronçon le plus visible et le plus énergique d'un système bien plus vaste. Lorsque cette eau atteint les hautes latitudes de l'Atlantique Nord, en particulier dans la mer du Labrador entre le Canada et le Groenland, ainsi que dans les mers nordiques au nord de l'Islande, elle perd sa chaleur au profit de l'atmosphère. Et parce qu'elle est déjà chargée en sel du fait de l'évaporation survenue dans les tropiques, elle devient extraordinairement dense. Suffisamment dense pour plonger, ce qu'elle fait effectivement, s'enfonçant à des profondeurs de 2 à 4 km avant d'entamer un lent voyage de retour vers le sud le long du plancher océanique. Cette plongée constitue le véritable moteur du système. Elle crée une sorte de vide en surface qui attire davantage d'eau chaude vers le nord derrière elle, laquelle se refroidit à son tour, plonge à son tour, et le cycle se poursuit indéfiniment, comme un escalier roulant géant qui ne s'arrête jamais. Le résultat de tout cela est un transfert continu de chaleur des tropiques vers l'Atlantique Nord qui façonne le climat de tout un hémisphère, gardant les hivers de Londres, d'Oslo et de Reykjavik bien plus doux qu'ils ne devraient l'être selon leur simple position géographique. Sans ce système, ces villes situées à des latitudes nordiques connaîtraient des hivers bien plus rudes, comparables à ceux de régions bien plus septentrionales, dépourvues de ce chauffage naturel venu de l'océan. En 1961, un océanographe physicien du nom de Henry Stommel s'est penché sur ce qui ressemblait à une simple expérience de pensée. Il a construit un modèle de circulation océanique à l'aide de 2 boîtes reliées entre elles, l'une représentant les tropiques et l'autre représentant l'Atlantique Nord aux hautes latitudes. Puis, s'est demandé ce qui se produirait si l'on faisait varier la température et la salinité de l'eau circulant entre les deux. Ce qu'il a découvert, c'est que le système ne possédait pas un seul point d'équilibre, mais 2. Il y avait un état où la circulation fonctionnait vigoureusement, avec de l'eau chaude se déplaçant vers le nord, de l'eau froide plongeant,
puis revenant vers le sud, essentiellement le monde tel que nous le connaissons. Et il y avait un second état où l'ensemble du système s'était pratiquement arrêté, sans formation significative d'eau profonde dans l'Atlantique Nord et sans transport de chaleur digne de ce nom vers le nord. Les deux états étaient stables. Une fois que le système se trouvait installé dans l'un ou dans l'autre, il avait tendance à y rester, sauf si quelque chose venait le pousser suffisamment fort pour le faire basculer. Ce fut l'une des toutes premières démonstrations dans n'importe quelle branche des sciences de la Terre qu'un système à l'échelle planétaire pouvait se comporter non pas comme un thermostat s'ajustant en douceur au changement de forçage, mais comme un interrupteur, basculant entre des états distincts avec très peu d'avertissement préalable. La raison physique de ce comportement tenait en un mot, le sel. Cette circulation importe de l'eau salée dans l'Atlantique Nord, et cette salinité fait partie de ce qui rend l'eau suffisamment dense pour plonger vers les profondeurs. Si quelque chose affaiblit cette circulation, disons un afflux massif d'eau douce provenant de la fonte des glaces, alors moins d'eau salée est importée, ce qui rend l'eau de surface dans les régions de plongée moins dense, et donc moins susceptible de couler vers le fond. Cette boucle s'auto-alimente, moins d'eau salée qui plonge vers le fond, moins de densité, moins de circulation, et donc encore moins de sel transporté vers le nord. Les océanographes appellent ce mécanisme la rétroaction d'advection du sel, et c'est précisément ce qui explique que la circulation atlantique méridienne de retournement ne ralentit pas simplement de façon progressive avant de se rétablir en douceur. C'est ce qui explique qu'elle puisse littéralement basculer d'un état à un autre comme un interrupteur plutôt que comme un variateur. Pendant des décennies, le résultat obtenu par Stommel avec son modèle à deux réservoirs est resté cantonné au domaine de la théorie élégante. L'océan réel est infiniment plus complexe que deux bacs reliés par un tuyau, et la question de savoir si la circulation atlantique actuelle possède réellement deux états stables ou si cette double stabilité n'est qu'un artefact de modèle trop simplifié restait entièrement ouverte. En mars 2026, Henk Dijkstra de l'Université d'Utrecht a publié une synthèse approfondie dans la revue Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change qui retrace les preuves de cette double stabilité à travers toute la hiérarchie des modèles climatiques, depuis les boîtes originales de Stommel jusqu'aux modèles de complexité intermédiaire du système terrestre, en passant par les modèles climatiques mondiaux les plus détaillés qui existent aujourd'hui. Sa conclusion est sans ambiguïté. Les preuves en faveur de cette double stabilité se sont considérablement renforcées ces dernières années, et la circulation atlantique actuelle se trouve bel et bien dans un régime de ce type. L'état effondré existe. Il est physiquement accessible depuis notre situation présente. Ce n'est pas une simple possibilité théorique confinée à des modèles simplifiés griffonnés sur un tableau noir. C'est une caractéristique réelle du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et les scientifiques ont une bonne raison d'en être convaincus. Cette circulation s'est déjà effondrée dans le passé. Il y a environ 12 900 ans, alors que la dernière grande période glaciaire relâchait peu à peu son emprise et que les températures grimpaient partout dans l'hémisphère nord, quelque chose a catastrophiquement dérapé. Une immense vague d'eau douce, presque certainement issue de la vidange du lac glaciaire Agassiz, une étendue d'eau de fonte grande comme une petite mer, accumulée derrière la calotte glaciaire laurentidienne, en train de reculer, s'est déversée dans l'Atlantique Nord. Cet afflux était colossal, et il a produit exactement ce que le modèle de Stommel prédirait 6 décennies plus tard. Il a dilué les eaux de surface salées dans les zones de formation d'eau profonde, stoppé le processus de plongée des masses d'eau et fait s'effondrer toute la circulation. Les conséquences sont arrivées à une vitesse stupéfiante. Les carottes de glace du Groenland montrent que les températures y ont chuté d'environ 10 degrés Celsius en quelques décennies seulement, peut-être même en l'espace d'une seule vie humaine. L'Europe a été replongée dans des conditions proches de celles d'une ère glaciaire. Les analyses de pollen, retrouvées à travers tout le continent, montrent les forêts reculer pour céder la place à la toundra.
Les données archéologiques suggèrent que la culture natoufienne, au Levant, qui expérimentait alors les toutes premières formes d'agriculture sédentaire, a été contrainte de revenir à un mode de vie nomade fondé sur la cueillette, à mesure que les régimes de précipitation s'effondraient. Cette période froide, connue sous le nom de Dryas récent, a duré environ 1300 ans, avant que la circulation atlantique ne redémarre brusquement, les températures remontant presque aussi vite qu'elles avaient chuté. Et le Dryas récent n'était même pas un cas isolé. Pendant la profonde période glaciaire qui l'a précédé, la circulation atlantique s'est arrêtée, puis redémarrée à de multiples reprises, lors d'événements appelés oscillations de Dansgaard-Oeschger, des réchauffements brusques se déroulant sur quelques décennies, suivis de refroidissements progressifs s'étalant sur des siècles, chacun lié à des changements dans la circulation de retournement. Les archives glaciaires contiennent au moins 25 de ces événements au cours de la dernière période glaciaire. Chacun d'eux nous rappelle que la circulation atlantique n'est pas un variateur de lumière qui glisse doucement du haut vers le bas. C'est un système à position bien définie, capable de sauter brutalement de l'une à l'autre. Alors, quand une équipe de recherche a découvert en 2026 que l'effondrement devient permanent au-delà de 350 parties par million de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, elle ne décrivait pas un risque inédit. Elle décrivait un phénomène déjà connu, que la planète a déjà démontré dans son histoire, mais avec une nuance nouvelle et profondément inquiétante. La possibilité que, dans les conditions atmosphériques actuelles, le redémarrage qui a mis fin au Dryas récent ne soit plus disponible pour nous. La question devient alors de savoir si la circulation est réellement en train de s'approcher de ce seuil ici et maintenant. Et la réponse à cette question nous est parvenue peu à peu grâce à des instruments ancrés au fond de l'océan Atlantique. Depuis 2004, une ligne d'instruments s'étend à travers l'Atlantique le long du parallèle 26,5 degrés nord, depuis la côte des Bahamas jusqu'aux îles Canaries. C'est le réseau RAPID, conçu pour accomplir quelque chose qui n'avait jamais été fait de façon continue auparavant. Mesurer en temps réel, année après année, la force totale de la circulation de retournement atlantique. Non seulement les courants de surface visibles depuis les satellites, mais aussi le flux de retour profond, lent et froid qui porte l'autre moitié de l'histoire. Depuis près de 20 ans maintenant, ces instruments enregistrent des données, et le tableau qu'ils dessinent ne laisse guère de place au doute. Sur la période allant de 2004 à 2023, le réseau RAPID a mesuré un affaiblissement de la circulation atlantique, avec un déclin global passant d'environ 20 sverdrup à environ 15 sverdrup, ce qui représente une tendance décennale significative et traduit la perte d'une fraction substantielle du débit total. Pour rappel, le sverdrup est l'unité utilisée par les océanographes pour mesurer le débit des courants marins, équivalent à 1 million de mètres cubes par seconde. L'eau profonde qui est censée se former dans l'Atlantique Nord, plonger sous l'effet de sa densité, puis voyager vers le sud, le long du plancher océanique, le fait aujourd'hui avec moins de vigueur qu'au moment où les scientifiques ont installé ces instruments pour la première fois. La difficulté, cependant, a toujours été qu'une seule ligne d'instrument, à une seule latitude, ne peut donner qu'une image partielle. L'Atlantique est immense et la circulation opère à l'échelle de tout le bassin. Un déclin mesuré à 26,5 degrés nord pourrait, en principe, refléter un simple changement local plutôt qu'une transformation à l'échelle du système entier. C'est pourquoi, en avril 2026, une équipe dirigée par Xuanyang Shan et Shane Elipott de l'Université de Miami a publié une étude dans la revue Science Advances qui aborde la question sous un angle beaucoup plus large. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur le réseau RAPID, les chercheurs ont analysé des données de long terme provenant de 4 réseaux de mouillage distincts positionnés le long de la limite occidentale de l'Atlantique Nord, s'étendant de 16,5 degrés nord jusqu'à 42,5 degrés nord. Ces réseaux utilisent des capteurs de pression ancrés à plus de 1000 mètres de profondeur pour suivre les gradients de pression au fond de l'océan de part et d'autre de la pente continentale,
une façon de mesurer la force du transport de retournement profond depuis le dessous. Ce qu'ils ont découvert, c'est que le déclin ne se limitait pas à une seule latitude. Il apparaissait aux 4 emplacements étudiés, depuis les tropiques jusqu'aux latitudes moyennes, et le schéma observé restait cohérent tout au long du méridien, ce qui signifie que cet affaiblissement n'était pas une simple particularité locale propre à un site de surveillance donné, mais un signal traversant toute la limite occidentale de l'Atlantique. Shane Ellipotte a décrit cette limite occidentale comme le canari dans la mine de charbon pour ce qui se passe dans l'ensemble de la circulation atlantique. Et René van Westen, chercheur qui n'a pas participé à cette étude, a déclaré qu'elle apportait une preuve observationnelle solide du déclin actuel de cette circulation. Le plus inquiétant, a-t-il ajouté, c'est que les mêmes modèles climatiques dont les prédictions viennent d'être validées par ces données réelles sont précisément ceux qui prévoient que la circulation se dirige vers un point de basculement où elle finira, tôt ou tard, par s'arrêter complètement. Et les données des mouillages ne sont pas la seule preuve arrivée en 2026. Un effort de reconstruction distinct, mené par Lee et ses collègues, a utilisé un cadre physique de transformation des masses d'eau, combinant des observations de température et de salinité océanique avec des données de réanalyse atmosphérique pour reconstituer l'histoire de cette circulation. Revenons sur ces travaux qui remontent jusqu'à 1940. Leurs conclusions montrent un affaiblissement soutenu sur l'ensemble du bassin atlantique depuis environ 1960, avec un déclin total situé entre 16 et 23% de la force de la circulation. Mais ce qui est peut-être encore plus troublant que ce déclin, c'est sa forme, car le rythme auquel la circulation méridienne de retournement atlantique s'affaiblit semble s'accélérer. Dans l'Atlantique Sud, mesuré à 34,5 degrés de latitude sud, le déclin est apparu plus tôt que dans le Nord, avec une avance d'environ 20 ans. Cela suggère que ce qui se passe actuellement dans la partie sud du bassin pourrait bien être un avant-goût de ce que connaîtra la partie nord dans les 2 prochaines décennies. Pendant ce temps, une autre équipe de chercheurs a suivi l'âge des eaux profondes de l'Atlantique Nord à l'aide de traceurs chimiques, en particulier le chlorofluorocarbone 12 et l'hexafluorure de soufre. Ces substances entrent dans l'océan à la surface et sont ensuite transportées vers les profondeurs par les eaux qui plongent. Si la formation d'eau profonde est vigoureuse, l'océan profond reste relativement jeune, car de l'eau de surface fraîche est constamment acheminée en profondeur. Si cette formation ralentit, l'eau profonde vieillit, faute d'être suffisamment renouvelée. Le principe est exactement l'inverse de la datation au carbone 14. Au lieu de mesurer la désintégration pour déterminer depuis combien de temps quelque chose est enfoui, on mesure la concentration d'un traceur de surface connu pour déterminer depuis combien de temps l'eau n'a pas été en contact avec l'atmosphère. Guo et ses collègues ont analysé ces traceurs à travers tout l'Atlantique Nord entre 1985 et 2021. Leur conclusion est que les eaux profondes vieillissent globalement, ce qui est exactement ce à quoi on s'attendrait si le retournement perdait de sa force. L'eau de surface, qui devrait plonger et renouveler l'océan profond, ne le fait plus aussi efficacement qu'auparavant. Vient ensuite le cas du Gulf Stream lui-même. En février 2026, Van Westen et Dijkstra ont publié une étude dans la revue Communications Earth and Environment, qui a établi, avec une précision inédite, un lien entre la position du Gulf Stream et l'état de santé de la circulation de retournement. En utilisant un modèle océanique à haute résolution, ils ont simulé un effondrement de cette circulation et observé ce qui arrivait au Gulf Stream pendant ce processus. Ils ont découvert une réponse en 2 temps. D'abord, à mesure que la circulation s'affaiblissait progressivement sur plusieurs siècles, le Gulf Stream, près du cap Hatteras, a lentement dérivé vers le nord, d'environ 133 km. Puis, environ 25 ans avant que l'effondrement proprement dit ne commence, le Gulf Stream a fait un bond brutal, se déplaçant de 219 km supplémentaires vers le nord
en seulement 2 ans. Ce saut, selon les chercheurs, pourrait constituer un signal d'alerte précoce observable physiquement, un changement visible depuis l'orbite satellite qui indiquerait que la circulation profonde approche de son point de bascule. Ce qui rend cette découverte particulièrement importante, au-delà de la simple modélisation, c'est que les relevés satellites montrent déjà le début de ce schéma. Les données altimétriques couvrant la période de 1993 à 2024 révèlent une tendance statistiquement significative vers le nord dans la position du Gulf Stream près du Cap Hatteras. Et les observations de température en profondeur, qui remontent à 1965, confirment exactement le même schéma. Le Gulf Stream semble s'être déplacé vers le nord d'environ 50 km au cours des 30 dernières années. Personne n'affirme que le saut brutal a déjà eu lieu, mais la dérive progressive qui le précède dans le modèle correspond tout à fait à ce que les instruments enregistrent dans l'océan réel. Tout cela a convergé en avril 2026 lorsque Valentin Portman et Didier Swingedou, en collaboration avec des collègues de l'Université de Bordeaux, ont publié une étude dans la revue Science Advances qui tentait de répondre à une question apparemment simple. Si l'on prend les projections des modèles climatiques concernant l'avenir de la circulation de retournement atlantique et qu'on les corrige à partir de ce que l'océan réel fait actuellement, qu'obtient-on ? Ils ont utilisé 4 méthodes différentes de contrainte par observation. La plus efficace d'entre elles était une régression linéaire régularisée de type Ridge qui intégrait un vaste ensemble de mesures réelles afin de filtrer les biais des modèles. Le résultat obtenu était un affaiblissement projeté de 51% d'ici l'année 2100, avec une marge d'incertitude de seulement plus ou moins 8%. C'est environ 60% plus fort que ce que suggère la moyenne multimodèle non contrainte. Et la raison de cette correction provient en grande partie d'une seule source de biais. Les modèles se trompaient sur la salinité de l'Atlantique Sud, précisément la variable que plusieurs études ont désormais identifiée comme l'un des indicateurs les plus importants pour évaluer la proximité du système avec son point de bascule. En rassemblant toutes ces pièces, le tableau qui se dessine entre 2024 et 2026 est celui où les observations directes, les reconstructions historiques, la chimie des traceurs, les relevés satellites et les projections corrigées par l'observation pointent tous dans la même direction. La circulation de retournement atlantique est plus faible qu'elle ne l'était. Elle s'affaiblit depuis des décennies et les meilleures estimations disponibles suggèrent qu'elle continuera de s'affaiblir considérablement avant la fin du siècle. La question sur laquelle des scientifiques sérieux ne sont pas d'accord, c'est ce qui se passe à la fin de cette courbe d'affaiblissement. Est-ce que la circulation se stabilise dans un état diminué mais durable, ou bien franchit-elle le seuil vers l'effondrement complet ? Ce désaccord est réel, il repose sur une physique solide, et il mérite d'être compris pour ce qu'il est. Passons maintenant à l'argument en faveur de la résilience du système, car tous les chercheurs qui examinent ces données n'arrivent pas à la même conclusion, et les raisons de ces divergences valent la peine d'être prises au sérieux, puisqu'elles s'appuient sur une physique réelle et non sur de simples vœux pieux. En février 2025, une équipe dirigée par Jonathan Baker du Met Office britannique a publié une étude dans la revue Nature examinant l'avenir de cette circulation à travers 34 modèles climatiques poussés à l'extrême, incluant un quadruplement de la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone et un apport massif d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Dans chacun de ces modèles, la circulation s'affaiblissait significativement, mais dans aucun d'entre eux, elle ne s'effondrait complètement. La raison, selon l'équipe de Baker, résidait dans l'océan austral. De puissants vents d'ouest circulant autour de l'Antarctique entraînent une remontée persistante d'eau profonde dans l'hémisphère sud. Et cette remontée doit être compensée par un plongeon des eaux quelque part, ce qui, en pratique, signifie l'Atlantique Nord. C'est une conséquence directe de la conservation de la masse. Ce qui remonte autour de l'Antarctique doit redescendre ailleurs, et la géométrie des bassins océaniques
canalise cette nécessité vers l'Atlantique. Aussi longtemps que ces vents continuent de souffler, un certain degré de plongée des eaux persiste et la circulation se maintient dans un état affaibli mais fonctionnel. Une circulation de retournement compensatoire a même commencé à se développer dans le Pacifique dans la plupart des modèles, mais elle était trop faible pour prendre entièrement le relais, ce qui signifiait que l'Atlantique devait continuer à assumer au moins une partie du travail. Baker en a conclu qu'un effondrement complet au cours de ce siècle était peu probable. Stefan Rahmstorf, qui étudie cette circulation depuis des décennies, a contesté cette manière de présenter les choses. La composante entraînée par le vent qui persiste dans les modèles de Baker, a-t-il souligné, est comprise depuis les années 1990 et constitue une circulation superficielle et mécaniquement forcée, qui n'a absolument pas la même importance climatique que la composante profonde, entraînée par la densité, autrement dit, la circulation thermohaline. C'est cette composante thermohaline qui transporte l'essentiel de la chaleur. Et c'est elle qui possède un véritable point de bascule. Affirmer que la circulation de retournement ne s'effondre pas parce qu'un vestige entraîné par le vent subsiste, c'est un peu comme dire qu'une rivière ne s'est pas asséchée parce qu'il reste de la rosée sur les rochers à côté. Cette distinction a une importance considérable pour ce qui va arriver aux températures européennes, au régime de mousson et à la capacité de l'océan à stocker le carbone. Suzanne Lauzière de Georgia Tech apporte une nuance importante à ce débat. Elle s'appuie sur les données d'observation pour dire que le scénario simple, l'eau douce qui s'accumule, qui affaiblit la circulation, point final, ne correspond pas vraiment à ce que l'on mesure sur le terrain, en tout cas pas de manière aussi nette que les modèles le prédisent. Selon elle, il existe des aspects plus subtils de la circulation atlantique, notamment la façon dont la salinité et la température interagissent entre elles, qui vont bien au-delà d'une simple dilution par de l'eau douce. Ces interactions pourraient jouer un rôle d'amortisseur, un peu comme des suspensions sur une voiture qui absorbent les chocs de la route, un mécanisme que les modèles actuels ne captureraient pas complètement. Ce sont des arguments scientifiques tout à fait légitimes, et l'image qu'ils dessinent est en réalité plus incertaine que ne le suggèrent les titres les plus alarmistes comme les plus rassurants. Il existe cependant une limite structurelle qui traverse presque tout ce débat sur les modèles et qui mérite d'être soulignée à part. La majorité des modèles climatiques de la 6e phase du projet de comparaison des modèles climatiques, y compris ceux utilisés dans l'étude de Baker, n'intègrent pas l'apport d'eau douce provenant de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland. Or, cette fonte est justement l'un des mécanismes principaux censés pousser la circulation atlantique vers son point de basculement. Ce n'est donc pas un détail négligeable, c'est une faille dans les fondations mêmes des projections qui plaident le plus fortement pour la résilience du système. Ce sur quoi les deux camps de ce débat s'accordent, c'est que la circulation atlantique s'affaiblit et qu'elle va continuer à s'affaiblir. Le désaccord porte sur le point d'arrivée de cet affaiblissement. La circulation va-t-elle se stabiliser dans un état réduit mais viable ou va-t-elle basculer vers un effondrement complet? Et les conséquences d'une erreur de jugement, dans un sens comme dans l'autre, ne sont pas symétriques. C'est ce que les spécialistes de la théorie de la décision appellent un risque à queue épaisse. Un scénario dont la probabilité peut sembler modeste, mais dont l'impact, s'il se produit, est si massif et si irréversible qu'il domine à lui seul toute analyse coût-bénéfice rationnelle. On n'a pas besoin d'être certain qu'un barrage va céder pour justifier qu'on aille l'inspecter. Or, la circulation atlantique déplace de la chaleur à l'échelle de toute une planète. Passons maintenant à ce à quoi ressemblerait concrètement un effondrement. Si ce mouvement de chaleur s'arrête, les régions qui dépendent de cet apport en ressentiront l'absence de manière suffisamment brutale pour transformer le quotidien en l'espace d'une génération. L'Europe du Nord-Ouest subirait l'impact le plus immédiat et le plus spectaculaire. Les modèles sont désormais assez précis pour donner des chiffres concrets.
Les températures hivernales sur les îles britanniques, en Scandinavie et sur les côtes de la mer du Nord chuteraient de quelque chose comme 5 à 10 degrés Celsius. Et l'extrémité de cette fourchette est particulièrement sévère. Une étude publiée en 2025 dans la revue Geophysical Research Letters a montré que, dans un scénario d'émission moyenne avec un effondrement de la circulation atlantique, Londres pourrait connaître des vagues de froid extrêmes avoisinant moins 20 degrés Celsius, et Oslo pourrait descendre jusqu'à moins 48 degrés. Il ne s'agit pas de moyenne, ce sont les mauvaises années, celles qui arrivent dans un monde qui a construit ses logements, son agriculture, ses infrastructures et ses systèmes énergétiques en partant du principe que le Gulf Stream continuerait à livrer sa chaleur tropicale jusqu'à leurs portes. Dans ces simulations, la banquise s'étend jusqu'aux côtes de l'Écosse et de l'est de l'Angleterre en hiver, un phénomène qui ne s'est pas produit depuis le cœur de la dernière glaciation. Les précipitations chutent nettement dans toute la région, et une étude publiée en 2020 dans la revue Nature Food a conclu qu'un effondrement de la circulation atlantique pourrait entraîner l'arrêt quasi total des cultures céréalières au Royaume-Uni, avec des pertes agricoles 10 fois supérieures à celles projetées pour le changement climatique seul. Les conséquences pour les régions tropicales reçoivent bien moins d'attention dans la couverture médiatique, et elles en mériteraient davantage. La zone de convergence intertropicale, cette ceinture d'air ascendant et de fortes précipitations qui ceinture la planète près de l'équateur, est en partie maintenue en place par la différence de température entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. La circulation atlantique réchauffe l'hémisphère nord, ce qui tire cette zone de convergence vers le nord. Et c'est précisément ce positionnement qui permet la mousson d'Afrique de l'Ouest d'atteindre le Sahel. Si la circulation atlantique s'effondre et que l'Atlantique Nord se refroidit drastiquement, cette zone de convergence bascule vers le sud, et le Sahel, une région qui reçoit la quasi-totalité de ses précipitations annuelles grâce à cette mousson, s'assèche. Les conséquences pour les centaines de millions de personnes qui vivent dans cette bande d'Afrique ne relèvent d'aucune spéculation confortable. Le Sahel est déjà semi-aride. Un déplacement durable de la mousson vers le sud pourrait le faire basculer vers un état désertique. Et les effets en cascade sur la production alimentaire, les migrations et la stabilité politique en Afrique de l'Ouest, et bien au-delà, sont difficiles à surestimer. Sur la côte est des États-Unis, le mécanisme est différent, mais le résultat est tout aussi concret. L'eau que la circulation atlantique transporterait normalement vers le nord s'accumulerait au contraire le long du littoral, et la dilatation thermique de cette eau stagnante et réchauffée ajouterait jusqu'à 1 mètre d'élévation régionale du niveau de la mer, en plus de l'élévation globale déjà en cours pour des villes comme Miami, New York et Boston. Ce n'est pas une abstraction. Les systèmes de moussons d'Asie du Sud et d'Asie de l'Est, qui sont reliés au transport de chaleur atlantique par des connexions atmosphériques à distance, s'affaibliraient et deviendraient plus erratiques, avec des conséquences sur les cycles agricoles qui nourrissent des milliards de personnes. Et sous tous ces impacts pris individuellement, se cache une inquiétude structurelle que les chercheurs n'ont commencé à quantifier que ces dernières années. Nico Wunderling, de l'Institut de Potsdam, a décrit la circulation atlantique comme l'élément le plus fortement connecté parmi tous les éléments de basculement du climat, parce qu'elle relie la glace, l'océan et l'atmosphère de façon à connecter des systèmes qui, à première vue, semblent totalement indépendants les uns des autres. Un effondrement de cette circulation ne resterait pas confiné à l'Atlantique. Il modifierait les conditions dans lesquelles la calotte glaciaire du Groenland fond, dans lesquelles l'Amazonie reçoit ses précipitations et dans lesquelles l'océan austral absorbe le carbone. Chacun de ces systèmes possède sa propre dynamique de basculement, et un effondrement de la circulation atlantique rapprocherait plusieurs d'entre eux de leur propre seuil critique en même temps. C'est exactement ce que l'on appelle un risque en cascade. Dans la science des systèmes complexes, la circulation atlantique fonctionne comme un nœud central dans le réseau des éléments de basculement climatique. Quand elle tombe en panne, elle ne se contente pas de retirer un seul composant du système.
Elle modifie les conditions de stabilité de tout ce qui lui est connecté, un peu comme la faillite d'une grande banque peut se propager à travers toute une économie, y compris à des secteurs qui n'ont, en apparence, aucun lien avec le bilan de cette banque. Si les preuves sont si préoccupantes et les contre-arguments si sérieux, que fait-on concrètement pour déterminer qui a raison ? En réalité, on en fait plus que ce que la plupart des gens imaginent. En 2026, un groupe international de climatologues a lancé la phase de conception d'un projet baptisé TIPMIP, le projet d'intercomparaison des modèles de points de basculement. C'est le premier effort coordonné qui vise à comparer systématiquement la façon dont différents modèles climatiques simulent le basculement de la circulation atlantique. Jusqu'à présent, chaque groupe de recherche faisait tourner ses propres simulations d'effondrement, avec ses propres modèles et ses propres scénarios de forçage. Et cela rendait vraiment difficile de savoir si les différences entre leurs conclusions venaient de différences réelles dans la physique du système ou simplement de différences dans la construction des modèles eux-mêmes. TIPMIP est conçu pour combler cet écart en faisant tourner des expériences de basculement standardisées sur plusieurs modèles à la fois. Ces premiers résultats sont encore à venir, mais le simple fait que l'infrastructure existe désormais pour poser la question de façon coordonnée a déjà une grande importance en soi. C'est en quelque sorte la version point de basculement de ce que le projet de comparaison des modèles climatiques a fait pour les projections climatiques générales. Pas une réponse unique, mais une méthode structurée pour comparer les réponses, de sorte que les sources de désaccord deviennent visibles et finalement que l'on puisse les résoudre. Et le tableau observationnel, lui aussi, se précise en parallèle. En février 2026, une équipe de recherche. Et puis, il y a le Gulf Stream. Les travaux de Van Weston ont apporté à la communauté scientifique quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant, un indicateur physique fiable de l'état d'une circulation profonde, invisible depuis l'espace. Les satellites peuvent suivre la position du Gulf Stream le long de la côte est des États-Unis avec une grande précision. Et si la dérive graduelle vers le nord observée depuis 30 ans venait à s'accélérer jusqu'à provoquer le genre de saut brutal apparu dans les simulations, ce serait le signal d'alerte le plus clair dont on puisse disposer pour indiquer que le grand renversement des eaux profondes approche de son point de bascule. Reste à savoir si tout cela arrivera à temps pour réellement changer le cours des choses. Une question qui dépend bien davantage de la politique que de la physique. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'Agence spatiale américaine et les Nations unies insistent tous sur le fait que la fenêtre d'action efficace exige des mesures concrètes et immédiates sur 3 fronts. Réduire les émissions à la source, renforcer la résilience physique face aux changements déjà inévitables et réformer les systèmes alimentaires, l'usage des sols et les politiques économiques. Ramtov a formulé les choses aussi clairement que possible. La question n'est pas de savoir si nous sommes certains que cela va se produire, car nous ne le sommes pas. La question est que les conséquences d'une erreur seraient si vastes et si durables que nous devrions pouvoir écarter ce scénario avec une quasi-certitude absolue. Et nous n'en sommes pas encore capables. Le coût de se préparer à un effondrement qui ne surviendrait finalement jamais, isoler les habitations, diversifier l'agriculture, investir dans la surveillance des océans, est réel mais reste gérable. Le coût d'être pris au dépourvu par un effondrement qui, lui, se produirait, avec l'océan austral basculant de puits à source de carbone, le Sahel se transformant en désert et les hivers européens plongeant de plusieurs degrés en l'espace d'une décennie, est un coût qu'aucun programme d'adaptation ne pourrait absorber après coup. Et sous tout cela repose, silencieusement, le chiffre issu de l'étude qui ouvrait cette vidéo. La concentration de dioxyde de carbone dépasse déjà 350 parties par million. C'est le cas depuis près de 40 ans. Chaque année d'émission supplémentaire est une année de plus où les conditions de l'irréversibilité
s'installe un peu plus, n'attendant plus que la circulation elle-même ne franchisse son seuil critique. La circulation méridienne de retournement atlantique continue de fonctionner, les instruments sont toujours immergés et les modèles s'améliorent sans cesse. La question de savoir si l'on observe un simple affaiblissement ou les prémices d'un effondrement est actuellement étudiée par certains des esprits les plus brillants des sciences de la Terre. Tout cela est vrai et tout cela compte. Mais il est également vrai que la porte vers un retour à la normale est déjà plus étroite que ce que la plupart des gens imaginent. La circulation méridienne de retournement atlantique fonctionne, sous une forme proche de celle que nous connaissons aujourd'hui, depuis environ 11 000 ans. Elle a repris son cours après le Drias récent, et chaque civilisation humaine qui a jamais existé s'est développée à l'intérieur du climat qu'elle entretient. Les régimes de précipitation, la douceur des hivers européens, les moussons qui nourrissent l'Asie et l'Afrique, les courants océaniques qui redistribuent la chaleur sur la moitié de la planète. Aucune de ces civilisations n'a jamais eu à se demander si ce système allait perdurer, car aucune n'avait la capacité de perturber les conditions qui le maintiennent en marche. Nous sommes la première génération à posséder cette capacité, et peut-être la première à disposer d'assez d'avance pour voir venir les conséquences avant qu'elles ne nous frappent. Les mouillages continuent d'enregistrer leurs données. Les satellites continuent d'observer la dérive du Gulf Stream. Les modèles sont, pour la première fois, comparés et confrontés les uns aux autres. Mais que tout cela se traduise ou non en actions suffisamment rapides pour changer la donne, ce n'est pas une question à laquelle l'océan peut répondre. Celle-là, c'est à nous d'y répondre.